Salut à tous, c'est Bismart. Alors, au programme, Bismart, l'émission. Alors, au programme, deux grandes interviews sur deux grandes aventures et deux grandes terres de conquête. Alors d'abord, on va passer un bon moment parce que, alors j'allais dire ça me passionne, mais je crois que ça passionne absolument tout le monde. Voilà. Ces nouveaux territoires de l'humanité, il paraît que nous sommes tous des explorateurs. Et donc, on va passer un long moment avec Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, Centre National d'Études Spatiales. Il fête ses 60 ans, le CNES, et il est en plus à l'honneur d'une série diffusée en ce moment sur Canal+, autour de la possibilité d'une vie extraterrestre, ou en tout cas du bureau qui est en charge d'étudier les alertes des concitoyens qui croient voir une vie extraterrestre. Et puis, deuxième grande interview, là on sera au cœur de l'industrie, au cœur du teslisme, au cœur de Tesla, au cœur de la nouvelle révolution industrielle, au cœur de l'industrie 4.0. Bref, c'est parti, c'est Bismart. Et on démarre donc avec Jean-Yves Le Gall, le président du CNES. Bonjour, Jean-Yves Le Gall. Voilà. Dernier geste sur le smartphone. Bah oui, mais vous avez raison d'ailleurs, parce qu'on va passer une demi-heure ensemble à discuter un petit peu de ce qui se passe. Donc, c'est le CNES fête ses 60 ans, c'est ça 61, oui, 1961, 19 décembre 1961. Et donc, dans 60 ans plus tard, eh bien, 60 ans pour le CNES. Alors, je dis, moi-même j'ai écrit comme ça, en pleine révolution spatiale. Oui. Mais finalement, non mais dans ces 60 ans, est-ce que ça, la période que l'on vit en ce moment, et vous allez nous dire dans quelle direction ça peut aller, mais est-ce que c'est une activité particulière justement en termes de projets spatiaux, d'envie d'espace, comme vous l'écrivez vous-même? Oui, mais je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a un sujet de fond que personne ne conteste, parce que c'est le progrès des technologies, la miniaturisation, l'explosion des applications. Et puis il y a un sujet de forme, c'est qu'on parle aujourd'hui beaucoup plus de tout. Et il y a 20-30 ans, une start-up au fin fond de la Californie, eh bien, elle restait au fin fond de la Californie. Aujourd'hui, le type a un compte Twitter et le lendemain, toute la planète en parle. Voilà, donc c'est la conjonction des deux éléments. C'est ce qui fait, par exemple, le succès des vols des astronautes. Oui, mais Jean-Yves, il y a 20-30 ans, la start-up... Alors, rentrons dans le dur. Il y a 20-30 ans, la start-up au fin fond de la Californie, elle ne pouvait pas lancer non, une fusée. Parce que c'est la militarisation. Et aujourd'hui, bon, vous dites qu'elle ne pouvait pas lancer. Bon, SpaceX, c'est une start-up qui a grossi, qui n'est plus une vraie start-up. Mais en revanche, il y a des start-up qui font des satellites d'1 kilo et qui peuvent les lancer parce que il y a 30 ans, on ne savait pas faire un satellite d'1 kilo. Il y avait probablement une offre pour les lancer, mais il n'y avait pas de satellite d'1 kilo. Et ça, c'est la conséquence de la miniaturisation. Et tout à l'heure, vous parliez de mon smartphone. Ouais. Pour les satellites, c'est pareil. Le premier satellite d'observation de la Terre pour l'environnement que l'Europe a lancé, c'était Envisat. C'était en 2002. Donc il n'y a même pas 20 ans, et on était très fiers parce qu'il faisait 8 tonnes et la taille d'un double-decker, donc un bus anglais. Aujourd'hui, on envoie des satellites qui ne font pas la même chose, mais qui font presque la même chose et qui font quelques centaines de kilos. C'est un peu la même évolution que quand vous partiez en vacances il y a 30 ans, vous aviez un boîtier photographique de 700 grammes avec un téléobjectif de 30 cm. Aujourd'hui, vous partez et voilà votre appareil photo. Ouais, c'est pareil. Non mais attendez, premier satellite d'observation de la Terre en 2002 ? D'observation de l'environnement. De l'environnement, ah oui, voilà, c'est ça. Premier satellite d'observation de la Terre, le CNES a été pionnier. Premier lancement, c'était en février 86, c'était Spot 1. Et à l'époque, c'était une révolution, mais c'était quand même un engin qui faisait 4 tonnes. Aujourd'hui, son successeur, c'est Pléiade, ça fait moins d'1 tonne. Est-ce que, et alors, vous êtes ingénieur, Jean-Yves, donc voilà, les lignes directrices de ce qui est en train de se passer, parce que j'adore votre formule, on parle beaucoup plus de tout. Et donc, dans ce bruit quand même très très important aujourd'hui autour de l'espace, quelles sont les lignes directrices qui, par exemple, gouvernent l'action du CNES aujourd'hui? Les lignes directrices, si vous voulez, le spatial, quand on réfléchit et quand on essaie de faire le tri dans tout ce bruit, on se rend compte que finalement, on s'intéresse à la Terre et à l'univers, et à la Terre pour l'observer et pour connecter l'humanité. Et c'est ça les lignes directrices. Donc le spatial aujourd'hui, ce sont bien sûr les télécoms. Alors les télécoms avec des enjeux, la couverture des zones blanches, Internet partout et pour tous, le positionnement, donc ça c'est Galileo, la connexion, donc c'est envoyer des flux partout parce qu'on veut avoir l'information à tout moment. C'est observer aussi.
Observer, c'est le climat. Ce qu'il faut bien garder présent à l'esprit, c'est que lorsqu'on parle de climat, on parle de 50 variables climatiques essentielles et 26, c'est-à-dire plus de la moitié, ne peuvent être observées que par les satellites. Ouais. Donc ça, c'est la Terre. Ouais. Et puis après, il y a explorer, c'est-à-dire l'extérieur. Et l'extérieur, c'est l'exploration, soit habiter, la station spatiale et les astronautes. Aujourd'hui, en orbite de la Terre, dans moins de 10 ans, le retour sur la Lune. Et puis les sondes automatiques, c'est Mars. Nous nous posons sur Mars le 18 février avec Persévérance et Supercam. Voilà Persévérance. Persévérance, c'est le rover de la NASA. Il l'a fait Persévérance. Parce que la phrase vous vous posez avec Persévérance, oui, on se pose avec Persévérance, mais non, c'est le rover de la NASA. Donc c'est. Alors reprenons ces points. Alors démarrons par l'exploration. Retourner sur la Lune, ça a un sens? Eh bien, c'est un projet du président Trump. L'idée était de dire, il y a 50 ans, on est allé sur la Lune. Là, on va y aller pour y rester. Un peu comme pour la station, si vous voulez. Armstrong était à la Lune, ce que Gagarine était à l'espace, ouais. Un vol très court. Et puis la station, eh bien, Station spatiale internationale, la station spatiale, au bord de laquelle vivent en permanence 3 à 6 astronautes. Eh bien, là maintenant, on y reste de façon permanente 6 mois, par tranche de 6 mois. Et l'idée, c'est d'avoir une base permanente habitée sur la Lune, où les astronautes vont séjourner. Est-ce que c'est utile ? C'est utile. D'abord, il y a une volonté politique de la part des États-Unis, à la fois d'y aller et de s'imposer, notamment vis-à-vis de la Chine, et ensuite de faire une gigantesque coopération autour de cette station, de cette station lunaire, puisqu'il y aura les États-Unis, l'Europe, le Canada, le Japon, les nouveaux venus, les Émirats, d'autres pays. Donc, il y a vraiment... On est dans l'aventure. Nous, Européens, oui, là, on est dans l'aventure et le CNES est dans l'aventure. Mais bien sûr, bien sûr. Il y aura 3 astronautes européens qui iront sur la Lune vers la fin de la décennie, comme nous avons des astronautes européens qui sont aujourd'hui à bord de la station. Donc là, Thomas Pesquet se prépare pour, dans 2 mois, retourner sur la station. Ouais. Dans 7 ou 8 ans, il se préparera pour aller sur la Lune. Ça fait partie de ce que nous avons signé à Séville. Et cette volonté, elle est là, donc, au niveau politique, et il y a aussi quelque part en toile de fond, même si c'est pas pour demain, l'idée d'envoyer un jour des hommes sur Mars. Et donc là, il y aura forcément besoin d'une base intermédiaire. Pas forcément d'une base intermédiaire, mais s'entraîner. Avoir appris à rester longtemps sur la Lune, ça rendra moins nouveau le fait d'aller sur Mars. Parce que quand vous allez sur Mars, il y a quand même 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est le voyage. Moi, c'est celui que je trouve le plus terrifiant. Vous partez, vous voyez la Terre, après vous voyez la Lune, et puis au bout de 5 jours, vous êtes dans le noir. Vous êtes dans le noir pendant 7 mois, le temps du voyage. Alors, beaucoup de gens ont peur du noir. Moi, j'ai peur du noir. Non, mais on imagine ce que c'est. Thomas Pesquet dit à juste titre, quand il est dans la station spatiale, il est à 3 heures de la Terre. Il monte dans le Soyouz, il redescend. Oui. Quand vous êtes dans les 40e rugissants, là on en parle beaucoup, c'est le Vendée Globe, eh bien vous êtes à 8 jours, le temps d'envoyer une frégate d'Australie, ainsi de suite. Voilà. Donc la station, c'est la porte à côté. La station, on m'a dit un jour, la station, c'est Paris-Lyon. Oui, c'est Paris-Lyon, c'est 400 km. Bon, voilà. Et puis on y va très vite. Vous partez vers Mars, il y a 9 mois de voyage, il y a au moins 9 mois sur place et 9 mois pour revenir. Et là, pour le coup, vous êtes très très loin de la Terre. Mais dans le noir, vous n'êtes pas dans le noir, vous avez les étoiles quand même. Oui, mais les étoiles n'éclairent rien. Vous ne voyez rien. Alors que même quand ils sont allés sur la Lune, ils voyaient le clair de Terre. Il y avait le halo de la Terre. Il y avait le halo de la Terre et puis on était à 3 jours. Là, on n'est pas à 3 jours. Là, on part presque pour l'infini. Et c'est cet enjeu psychologique qui, à mon avis, est le plus difficile. Et en plus, une fois qu'on se pose sur Mars, il va falloir passer des semaines sur Mars, apprendre à vivre. Et donc là, on se dit, allons nous faire la main un peu sur la Lune. Lorsqu'on aura passé des semaines, des mois sur la Lune, ça sera plus facile d'aller sur Mars. Et donc, Mars, c'est une histoire sérieuse, Jean-Yves Le Gall. Mars, c'est une histoire sérieuse parce que c'est la seule possible. La Lune, on y est allé. Et ensuite, il n'y a pas d'autre endroit où aller. Parce que, après, c'est trop loin. C'est trop loin et surtout, il n'y a rien à y faire. Jupiter, Saturne sont des planètes gazeuses, c'est-à-dire on ne peut pas se poser, il n'y a pas de sol. Vous avez les lunes de Jupiter, il y a Titan qui a toujours, mais enfin Titan est un enfer. On peut pas c'est le seul endroit où finalement on peut imaginer avoir des astronautes en tenue d'astronaute marcher à la surface de notre astre qui ne soit ni la Terre ni la Lune. Donc c'est pour ça qu'on peut y aller. Et en plus, il y a l'enjeu scientifique qui préoccupe tout le monde en ce moment. C'est pour ça qu'il y a 3 sondes automatiques qui sont en route vers Mars. On sait
et ça c'est l'Europe et la France qui l'ont démontré, que Mars a été habitable il y a quelques milliards d'années. Il y avait des océans sur Mars comme il y a des océans sur la Terre. Ensuite, les océans sur la Terre, ils ont évolué comme on le connaît, et la Terre est telle qu'elle est aujourd'hui. Sur Mars, ils ont disparu, l'atmosphère a disparu, et aujourd'hui, Mars est un désert froid et sec, mais peut-être y a-t-il eu une vie lorsqu'il y avait ces océans, et il y a peut-être des vestiges de vie. C'est pour ça que Persévérance, le rover de la NASA, sur lequel l'instrument principal est français, c'est Supercam, va aller gratter le sol de Mars pour essayer de trouver des traces d'une vie passée, des bactéries ou des choses comme ça. Supercam. Supercam, parce que sur le rover précédent qui s'appelait Curiosity, qu'on a posé le 6 août 2012 sur Mars et qui depuis marche très très bien, il y avait ChemCam. Et les Américains ont une approche extrêmement astucieuse. Ils fabriquent un rover. Alors, c'est très très compliqué un rover, hein. C'est 2,5 milliards de dollars. Vous avez à bord une centrale atomique pour produire l'énergie. Bon, c'est très très compliqué. Et oui, c'est ça. Mais il lance... c'est pas une voiture télécommandée. Non, c'est pas, ça a la taille d'une Twingo, mais ce n'est pas qu'une Twingo. 2 milliards et demi de dollars. Bon, il lance des appels à idées pour dire, voilà, nous avons un rover sur la Lune, voilà, nous donnons de l'énergie, transmission de données et autres, faites-nous des propositions pour des idées. Et c'est un appel à idées international, et ce qui est absolument remarquable, et ça montre la qualité de nos scientifiques, de nos industriels, c'est que chaque fois, la France est sélectionnée. Donc sur Curiosity, le rover de 2012, nous avions deux instruments, ChemCam et SAM. ChemCam pour Chemical Camera, SAM qui faisait d'autres études. Ensuite, nous étions sur InSight pour aller écouter battre le cœur de Mars, c'est-à-dire voilà, les tremblements de terre. Nous y sommes encore. De Mars. Voilà, la sismique de Mars. Et il y a eu un autre appel à idées en 2014, je crois, et nous avons gagné avec Supercam, qui est une sorte de ChemCam survitaminé, qui va tirer au laser sur le sol de Mars. Il y a en même temps un spectroscope qui analyse donc la vapeur, parce que le sol est vaporisé, bien sûr, sur une toute petite partie, mais le sol est vaporisé, on analyse la vapeur, et à partir de là, on en déduit la nature du sol martien. C'est absolument extraordinaire, parce que grâce à ça, vous pouvez faire le compte à rebours et voir ce qu'était la planète il y a quelques milliards d'années. Mais c'est quoi l'idée? C'est planète de rechange? Non, parce que c'est l'idée d'Elon Musk quand même. Oui, non, mais ça, très bien, il faut en prendre et en laisser. C'est surtout, aller voir s'il y a eu de la vie, et s'il y a eu quand même de la vie ailleurs, nous ne sommes plus seuls. Bon, je pense que ça fera quand même, ça défraiera un peu la chronique de savoir qu'il y a eu une autre vie extraterrestre. Et puis, même si elle est bactérienne. Même si elle est bactérienne, même si ce sont des vestiges, mais je pense qu'on en parlera si on la trouve. Et puis l'autre aspect, bien sûr, qui est tout aussi important, c'est en connaissant mieux Mars, eh bien, on va mieux connaître la Terre, parce qu'on va comprendre pourquoi la Terre a évolué comme elle a évolué, et surtout pourquoi il y a de la vie sur la Terre. Donc on est sur des questions fondamentales. Je vais vous parler très franchement. J'ai toujours l'impression... Pardon pour l'assimilation, hein, mais c'est un peu comme la Formule 1. J'ai toujours l'impression que ce sont des gens très sérieux qui montent des projets extraordinaires parce qu'au fond d'eux-mêmes, ce sont des Christophe Colomb, qu'ils ont envie d'explorer, et que derrière, ils nous construisent une raison scientifique, utilitaire, pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais qu'en fait, on ne va pas apprendre grand-chose. Simplement, vous avez un désir profond. Oui, mais on va apprendre... Qui est peut-être le désir de l'humanité, d'ailleurs. Mais vous avez aussi des retombées scientifiques et industrielles considérables. Le fait d'aller sur Mars, ça conduit à développer des instruments, des équipements à la pointe ultime de la technologie. Et ensuite, parce que nous allons sur Mars en 2021, eh bien en 2025, vous aurez Internet beaucoup plus facilement partout dans le monde. Il faut bien voir que la recherche spatiale, ça tire toute l'industrie spatiale vers le haut, parce qu'on est conduit vraiment aux limites du faisable, aux limites de l'impossible, et ensuite, il y a des retombées gigantesques. Donc, et ça donne plus d'efficacité ensuite, bien sûr, à l'ensemble des activités humaines. On découvre des choses, et en même temps, on en profite. Tout le monde en profite, voilà. Mais ce qu'on va découvrir quand même, moi je trouve ça assez fascinant, aller sur Mars et chercher des traces d'une vie passée, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vie passée, je pensais finir là-dessus, mais puisqu'on y est, donc le CNES est
est héros d'une série télé que diffuse en ce moment Canal+. Bien sûr. Vous devez en être ravi d'ailleurs. Enfin, je pense que c'est ça, très bien, voilà, ça c'est vous très remet. bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, donc, alors pour ceux qui suivent pas ça, c'est justement l'histoire du tout premier bureau, bureau qui a été en charge à l'époque des extraterrestres. Des extraterrestres, mais alors d'ailleurs c'était réel, c'est-à-dire dans les années 70, il y avait un bureau qui allait expertiser l'ensemble des coups de fil reçus. Il existe toujours. Il existe toujours. Parce que ça fait partie de la mission du CNES, donc de regarder ces sujets. C'est vrai que parfois il y a des phénomènes bizarres et autres. Alors je vous rassure, dans 99,99% des cas, eh bien, lorsque quelqu'un a vu des halos au-dessus de sa maison, c'est tout simplement parce qu'il y a une route au loin avec des voitures. Oui, voilà. Ça s'explique. Ça s'explique, mais c'est le bureau que nous avons qui explique tout ça. Parce que sinon, on reste dans l'inconnu. Et donc là aussi, on se rend compte que lorsqu'on prend un problème de façon sérieuse, qu'on l'analyse, et avec des gens surtout qui ont une expérience, eh bien tout de suite, ils vous disent oui, c'est des halos de phare, oui, c'est des interférences, oui, c'est ceci, oui, c'est cela. Et il reste, parce que vous avez dit 99,99, donc le 0,1% inexpliqué, il reste le 0,1%. Oui, il reste quelques cas inexpliqués, mais là aussi, alors après, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous vous dites ce sont des extraterrestres. Mais non, moi j'ai envie de savoir ce que Jean-Yves Le Gall pense. Est-ce que Jean-Yves Le Gall pense qu'un jour, à un moment, peut-être même dans l'histoire de l'humanité, j'en sais rien, il y a 2000 ans, il y a une vie extraterrestre qui nous a survolé d'une manière ou d'une autre? Moi, je suis à peu près convaincu que nous ne sommes pas seuls. Parce que la vie sur la Terre, c'est le résultat d'une analyse mathématique combinatoire. Des choses se sont passées. Je ne vois pas pourquoi ça ne se serait passé que sur la Terre. Claire. Bon, voilà. Donc, on ne peut pas exclure, et même moi, je pense qu'il y a de la vie ailleurs. C'est quasi statistique, en fait. C'est statistique. Vu l'importance de l'univers. Mais est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'à... Ça, je ne sais pas. Alors, la vie statistique, après, d'abord, quel format a-t-elle? Je ne sais pas. Et puis, ensuite, avec quelle échelle de temps? C'est un peu le film Les Visiteurs. Selon à quel moment vous venez sur la Terre, alors à l'échelle de l'âge de la Terre, la période que nous vivons est toute petite. Donc vous arrivez sur la Terre, vous tombez il y a 65 millions d'années sur les dinosaures, vous tombez aujourd'hui sur la pandémie. Regardez la différence entre la Terre l'année dernière et la Terre cette année. Tout à fait. Un visiteur venu d'ailleurs arriverait l'année dernière, se dit c'est un endroit super sympa, les gens prennent l'avion, sont dans les restaurants et ainsi de suite. Ils arrivent aujourd'hui, tout le monde est claquemuré chez soi, les vacances terminées, les voyages tout autant. Bon, voilà. Ça donne une idée de... Et ça permet de rappeler qu'on est sur un astre qui a 4 milliards et demi d'années. Exactement. Voilà. Exactement. Et que nous ne sommes que quoi? Nous-mêmes, humains, 40 000 ans, 50 000 ans de ces 4 milliards. Et donc, non, mais c'était juste, si vous avez une conviction, vous laissez la question ouverte. Voilà, j'ai la conviction que quelque part, statistiquement, il doit y avoir d'autres vies dans l'univers. Maintenant, savoir si les gens sont venus ou pas, ça... Et on envoie encore des messages, là, c'était le grand truc, justement. Oui, c'était le truc de Carl Sagan, on envoyait des messages. La sonde Voyager, d'ailleurs, quand on regarde ce qu'on a envoyé, elle est partie en 77, donc 77, ça nous fait 44 ans. Elle est où? Elle est disparue aujourd'hui? Non, elle est sortie du système solaire, elle continue, elle envoie... Alors, le patron, quand même, de Voyager, le chef de projet, que je connais très bien, qui est l'ancien patron du Jet Propulsion Laboratory, Ed Stone, c'est lui qui a fait ces sondes, donc dans les années 70, elles ont été lancées en 77. Et ça fait 44 ans que tous les jours, il va dialoguer avec ces sondes. Donc maintenant, il a un certain âge, mais il est encore très en forme. Et tous les jours, il voyage, donc il n'est plus parti de... Mais lui-même dialogue en décalage, c'est-à-dire que la sonde aujourd'hui, pour envoyer un message... Mais il prend le pouls de ces sondes et il est ravi parce qu'elles fonctionnent toujours. Et donc, il y a dessus un CD, des disques avec de la musique de l'époque, des trucs, quand on les regarde 44 ans plus tard, on se dit, tiens, c'est bizarre. Mais c'est très daté, si vous voulez. C'est ces trucs de capsule temporelle, là, oui, c'est ça. Mais on envoyait des messages. Alors, on a envoyé aussi depuis le radiotélescope d'Arecibo, lorsqu'il existait à Porto Rico, on a envoyé aussi des messages qui maintenant sont en route vers les confins de l'univers. Peut-être quelqu'un les écoutera, je n'en sais rien. Alors, ça nous amène à vos projets du moment, à vos projets actuels. Vous avez dit télécommunications. Vous avez alors été un des grands promoteurs de Galileo, bien sûr. Le GAL, le CNES, etc. Mais à juste titre, nous avons passé les 2 milliards d'utilisateurs. Voilà. 2 milliards. Il faut voir que les décisions qui ont été prises, d'abord de faire Galileo, alors un Galileo plus précis que le GPS, à peu près 10 fois plus précis, avec une fonction datation, mais surtout
l'arme fatale, en quelque sorte, ça a été à la GSA. Il se trouve que je présidais la GSA à ce moment-là. C'est l'agence Galileo à Prague, l'agence de l'Union européenne. Lorsque je présidais la GSA, nous avons fait passer une législation, une réglementation au niveau mondial pour que tous les smartphones qui sont vendus dans le monde reçoivent 4 signaux GNSS, c'est-à-dire 4 signaux de localisation. L'américain GPS, l'européen Galileo, le chinois Beidou et le russe GLONASS. Et on a dit, il reçoit ces 4 signaux et automatiquement, il se verrouille sur le signal le plus précis. Galileo est le plus précis. Ce qui fait que chaque fois que vous achetez un smartphone de nouvelle génération, il s'en vend à peu près 30 à 50 millions chaque mois, parce que le parc de smartphones, il est changé en permanence. On garde son smartphone 2-3 ans, après on achète un autre. Aujourd'hui, sans même le savoir, votre smartphone se verrouille sur Galileo. Et ce qui fait que, inexorablement, on est en train de sortir le GPS. Alors aujourd'hui, on continue à dire il y a le GPS. Mais oui, oui, mais c'est un abus de langage. Mais c'est un abus de langage. Voilà. Et bientôt, on va dire c'est Galileo. Mais sur maintenant, les voitures, les smartphones, partout dans le monde, quand vous avez un appareil qui reçoit le GNSS, il bascule aussitôt sur Galileo parce que c'est le plus précis. On monte dans la voiture, on dit « chérie, branche le GPS ». Non, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Les Européens doivent se mobiliser pour arrêter de dire « branche le GPS ». Oui, mais c'est Galileo. Mais c'est un enjeu de souveraineté, c'est fantastique. Oui, mais c'est la clé du succès. De la même façon, on vous explique que dans une voiture, personne ne dit « je donne un coup d'avertisseur sonore », tout le monde dit « j'ai un coup de klaxon oui, ». Voilà, et klaxon, il y a bien longtemps qu'ils ne fabriquent plus de klaxon. Bon, c'est pareil. Voilà, mais c'est un abus de langage. Mais Galileo est un succès extraordinaire. Parce que quand vous dites 2 milliards de connexions, c'est 2 milliards de connexions en même temps. 2 milliards d'appareils qui reçoivent... Voilà, c'est ça. Il y a 2 milliards d'appareils qui, aujourd'hui, reçoivent le signal de Galileo. Et surtout s'en servent. Et s'en servent. Et Galileo peut encaisser 2 milliards supplémentaires. Oui, parce que Galileo est sur un mode, il émet. Il y a à la limite, il pourrait y avoir des centaines de milliards de gens qui récupèrent le signal. C'est ça, d'accord. Ah oui, lui, il émet. Il n'a pas à recevoir. C'est ça, il n'a pas à recevoir. Mais c'est un succès quand même incroyable. Et le pendant de Galileo, donc Galileo, c'est pour connecter. Le pendant, c'est pour observer, c'est Copernicus. Et alors là, moi, je suis aussi très très content parce qu'on a joué quand même un joli tour aux Américains, dans la mesure où, au cours des 4 dernières années, les Américains sont sortis de l'accord de Paris, ont baissé la garde sur les enjeux climatiques, et pendant ce temps, Copernicus s'est déployé. Alors Copernicus, c'est la constellation pour l'observation de l'environnement. C'est un projet de l'Union européenne qui a été développé avec l'Agence spatiale européenne, avec le CNES, avec d'autres agences nationales. Et Copernicus, aujourd'hui, est la constellation d'observation de la Terre de référence au niveau mondial. Il y a 7 satellites en orbite, de pure merveille, et les États-Unis se sont laissés en quelque sorte distancer. Ils vont revenir. Joe Biden a dit « nous rentrons dans l'accord de Paris ouais. ». On voit bien que la NASA va faire un virage stratégique, mais nous avons pris de l'avance. J'entends beaucoup, mais juste alors, j'entends beaucoup effectivement des experts, des spécialistes, des gens qui réfléchissent dire les Américains, en revenant dans l'accord de Paris, en fait, vont rattraper leur retard à une vitesse dingue, comme ils savent faire, oui, et vont devenir... Moi, j'en serais ravi, mais ils vont devenir les grands champions en fait, de la lutte contre l'environnement. Mais soyons quand même savourons. Le président de la République avait lancé le One Planet Summit le 12 décembre 2017 pour commémorer l'anniversaire, les 2 ans à l'époque de l'accord de Paris. Depuis, il y a eu 4 éditions. L'édition numéro 2 était à New York, l'édition numéro 3 était à Nairobi. Bon, ça marquait un peu le pas. L'édition numéro 4 a eu lieu le 11 janvier à l'Élysée. Il m'avait invité à y participer, ça a été un tabac, parce qu'on se serait cru au G20. Tous les chefs d'État sont venus parler en visioconférence, et là, la France, avec le One Planet Summit, était quand même au centre du monde. Mais, ça a été génial. Oui, d'accord, Jean-Yves Le Gall, mais alors savourons. Galileo, je savoure parce que je comprends que c'est de la souveraineté. Oui, c'est fondamental, c'est pour ça que ça a été fait. Ils ne peuvent plus nous couper le GPS. Voilà, pour dire. Là, est-ce que Copernicus aussi, c'est de la souveraineté parce que... Oui, c'est de la souveraineté parce qu'on envoie des données qui permettent de donner de façon très très précise l'état du climat, l'état de l'environnement de la planète, qui sont utilisés partout dans le monde et qui montrent à quel point ça va mal et à quel point il faut mettre en place des coalitions. C'est la feuille de route du One Planet Summit et c'est quelque chose de très très fort. Et qui vont guider, moi je dis, parce que c'est Bismarck en parle sans arrêt, toutes les décisions d'investissement dans les années qui viennent. La finance verte, tout ce dont on parle. Absolument. Bien sûr, il y a le... Mais la finance
tout court. Hein, la finance tout court. Mais il y a le congrès mondial de la nature qui aura lieu à Marseille à l'automne. Et c'est l'Europe qui sera dépositaire et la France des informations. Alors, là où je voulais en venir, c'est est-ce qu'il nous faut, parce que je crois que l'actualité maintenant, c'est une nouvelle constellation de communication et de télécommunication, notamment autour d'Internet. Est-ce que ça, c'est une nécessité ? Sujet, et là, on a beaucoup de chance d'avoir Thierry Breton comme commissaire européen, parce qu'il a une connaissance extraordinaire des hautes technologies, et en particulier de ces enjeux, et notamment de la prochaine étape en matière de transmission de données, qui est le quantique. Là encore, il y a quelques jours, à Saclay, le président de la République a fait des annonces sur le quantique. Thierry Breton a dit il nous faut une constellation, mais une constellation quantique. Parce que des constellations, bon, il y en a quelques-unes qui existent, pas beaucoup, hein, il y a beaucoup. Mais Elon Musk, pour ne parler que de lui, elle est en train de lancer Starlink. Mais si l'Europe fait une constellation quantique, Elon Musk sera totalement ringardisé. Parce que le quantique, c'est 15 ans d'avance par rapport à la constellation de Musk qui s'appelle Starlink. Et ce sont des approches totalement différentes. Et je crois que ce qui est très important dans l'approche actuelle de la Commission, c'est de dire on ne va pas faire 10 ans plus tard ce que les autres ont fait il y a 10 ans, on va faire quelque chose de très différent, on va penser au coup d'après. Et il y a une étude qui a été mise en place avec nos industriels européens qui n'ont en aucune façon à rougir de ce qui se passe aux États-Unis et qui travaillent donc sur la constellation du futur avec des approches qui n'existent pas aujourd'hui, parce que c'est le but du jeu, être innovant et donc inventer... Donc c'est quoi ? C'est des puissances de calcul supplémentaires, c'est ça, hein, c'est la technologie, c'est les ordinateurs quantiques, c'est-à-dire un ordinateur classique, c'est des 0 et des 1. Le quantique, ça fait des choses beaucoup plus rapides parce que ce ne sont pas que des 0 et des 1. Et cela appliqué à la fois au réseau de communication au sol et aux satellites, ce qui devrait donner à l'Europe, là pour le coup, une très grande longueur d'avance sur tous les autres. Alors, et comme vous l'avez dit, on a de la chance d'avoir Thierry Breton, mais c'est le cœur du sujet en ce moment finalement. C'est est-ce qu'on a la rapidité de décision et la rapidité de mobilisation des moyens suffisante pour pouvoir aller au bout de cette ambition, Jean-Yves Le Gall, et pas se faire rattraper dans 2 ans parce qu'à un moment, Jeff Bezos, on n'en a pas encore parlé, aura décidé de mettre 5 milliards sur la table pour nous rattraper. Je pense que oui, parce que, alors, on va parler de Jeff Bezos et de Elon Musk. Quand on est pétri d'admiration devant Elon Musk, ce qu'on oublie, c'est que finalement, il a construit SpaceX sur le moteur Merlin qui avait été développé pendant 10 ans par la NASA. Mais oui, mais voilà le sujet. Mais oui, mais voilà le sujet. Eh bien, c'est pour ça qu'en 2015, la première fois où on a entendu parler de réutilisable, j'ai fait décider par le CNES le développement du moteur Prometheus, qu'Emmanuel Macron est venu voir le 12 janvier à Vernon. Prometheus est un moteur à bas coût, réutilisable, il va tourner au banc dans les semaines qui viennent et ça va nous permettre de lutter contre Musk et contre Bezos. Il y a 3 ans qu'il fait du réutilisable, finalement, c'est ça le sujet. J'ai lu l'une de ces dernières fusées, il y a des éléments qui ont été réutilisés déjà 6 fois. La dernière, c'était 8 fois. 8 fois, mais c'est un truc de dingue. Oui, mais... Et donc c'est ça le sujet, c'est qu'on s'est fait rattraper, dépasser. Oui, peut-être, mais si vous vous intéressez à l'histoire de l'aéronautique, dans les années 50, beaucoup de gens pensaient en Europe que les jets pour transporter les passagers, ça ne marcherait pas. Il y avait Boeing qui faisait le 707, à l'époque McDonnell Douglas qui faisait le DC-8. Et en Europe, on vous disait faire voyager des passagers à 10 000 mètres d'altitude à 900 km/h. On vous disait le cerveau va se liquéfier. Bon, très bien, j'ai pris souvent l'avion, à ma connaissance, ça va toujours. Bon, et pendant ce temps, on disait l'Europe va développer le Super Languedoc, qui était un avion avec des moteurs à piston. Bon, parfait. Là-dessus, on a compris qu'il y avait un problème. On a fait la Caravelle, on a fait Concorde, on a fait Airbus. Et Airbus est en train, a ravi à Boeing la place numéro 1 mondiale pour les avions commerciaux. Donc, il n'y a jamais de guerre qui soit perdue à jamais. Bon, c'est vrai que sur la réutilisable, on nous a pris un peu par surprise. C'est vrai qu'on a réagi. Nous avons Ariane 6 pour faire monter en compétence l'industrie, pour faire un peu la soudure entre Ariane 5. Une fusée qui a déjà du retard. Oui, mais... On est en train de terminer la fusée d'hier avec Musk Ariane 6. avait aussi du retard. Musk, on en parle après coup. Mais moi, c'est pas moi qui vous parle de Musk, c'est vous qui Non, mais j'ai connu le début de Musk. Et Jeff Bezos, vous en parlez. Pour l'instant, il a quand même claqué 18 milliards de dollars. Ouais. Et ses moteurs ne marchent toujours pas. Oui, mais il claque des doigts et il met 1 milliard de plus. Oui, peut-être. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de mettre 1 milliard, c'est de voir la fusée décoller. Pour l'instant, elle ne décolle pas. 18 milliards depuis la création de Blue Origin. Oui.
Et les projets dont il parle aujourd'hui, si vous voulez, bon, on parle beaucoup de Kuiper, une constellation de 40 000 satellites, que sais-je. Pendant que Jeff Bezos parle de Kuiper, Thierry Breton fait la constellation quantique européenne. Voilà, donc il ne faut pas avoir ce complexe vis-à-vis des Américains. Et surtout, bon, on parlait de Galiléo, du succès de Galiléo. Copernicus, je vous en ai parlé, et c'est vraiment un game changer d'avoir Copernicus. C'est cette idée de commando, vous comprenez, j'ai l'impression qu'on a perdu. Vous me racontez Airbus, et évidemment. Mais justement, alors d'abord, il y avait un industriel incroyable au cœur de tout ça. Rendons-lui hommage, Jean-Luc Lagardère, mais qui savait fédérer ce commando. Mais nous avons aussi cet aspect commando. La constellation de Breton, il y a quand même aujourd'hui un commando. Et regardez, dans les satellites plus classiques, nous avons développé au CNES ces dernières années, nous avons aidé les industriels à se mettre au niveau sur la propulsion électrique et les charges utiles flexibles et autres. En 2020, ça a été une année d'enfer pour les satellitiers européens. Airbus a raflé tous les contrats de satellites de télécommunications partout sur la planète. Thales a fait la même chose sur Copernicus. Sur l'exploration, nous sommes partie prenante du programme de retour sur la Lune dont on a parlé, Artemis, où Airbus fabrique le moteur de la capsule américaine qui va sur la Lune, où nous fabriquons le module de télécommunication Esprit, où nous fabriquons l'unité d'habitation Hayab. Donc, il y a quand même de très grands succès. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont peut-être pas hyper médiatisés comme d'autres succès peuvent l'être ailleurs, mais regardons la réalité. Là-dessus, moi-même, ça m'avait énervé quand Elon Musk a refait un vol habité, ce que les Américains... Et j'essayais de rappeler qu'on a notre bonne vieille fusée russe qui, dans le même temps, le faisait à peu près tous les 6 mois d'envoyer des gars sur la Station spatiale internationale. Donc, oui, mais le marketing, c'est important aussi. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là et que vous êtes vous-même militant. Vous ne trouverez pas la contradiction chez moi. Mais je pense qu'il faut faire un marketing qui soit raisonnable. Et d'ailleurs, Musk et Bezos aussi ont totalement changé de discours. C'était une époque où Musk disait on va faire 50 lancements dans l'année, il en faisait un. Côté Ariane, on dit on fait tant de lancements et en général on les fait. Voilà. C'est des différences peut-être un peu d'approche, mais in fine, si on regarde les choses de façon factuelle, l'Europe spatiale en ce moment, ça marche bien et je crois qu'on peut faire un petit cocorico très largement à l'initiative de la France. C'est nous le principal contributeur à l'Agence spatiale européenne. Tous les grands projets de l'Agence spatiale européenne qui marchent, la France est derrière. Oui, mais il ne faut pas, Jean-Yves. Si c'est une ambition européenne, il ne faut pas faire de cocorico. Non, je vous dis, on peut en faire, mais je vous parle de l'Europe. Mais bien sûr, mais c'est ça qui, à chaque fois... Mais l'Europe, c'est absolument la masse critique. Si on n'est pas unis en Europe, on ne fera rien. Voilà. Mais si on l'est, on n'a aucune raison de faire de la déclinologie et de se dire que on est distancé dans cette course-là. Mais bien sûr que non. 4 minutes juste pour terminer, parce qu'il y a un plan de relance du spatial. Voilà. Il y a des centaines de millions d'euros. Voilà. C'était l'annonce d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire à Vernon. Donc nous avons obtenu un plan de relance de à peu près 500 millions d'euros et avec 365 millions qui vont aller sur des projets nouveaux. Donc les projets nouveaux, il y a l'adaptation, parce qu'Ariane 6, même si c'est un programme qui est en train d'avancer, il faut en permanence l'adapter. Donc adaptation d'Ariane 6 aux nouveaux enjeux. Et puis 200 millions pour investir justement sur les satellites et pour continuer sur les satellites à faire la course en tête. Le fait qu'on arrive à vendre partout dans le monde des satellites made in Europe, made in France sur les télécommunications, des trucs hyper pointus. Ce sont de véritables centraux téléphoniques adaptés à Internet en orbite, des objets technologiques d'une valeur considérable et qu'on distance Boeing, Maxar, Lockheed Martin et tous les autres. Il faut le dire parce que c'est un succès considérable. Et c'est l'heure des entrepreneurs de l'espace. On a reçu, alors, la semaine dernière, à votre place, un jeune entrepreneur incroyable qui s'appelle Nicolas Gaume, que vous connaissez peut-être. Bien sûr. Voilà, qui a mis des sarments de vigne dans la Station spatiale internationale pour réfléchir à des tas de choses. Et là, il peut y avoir un bouillonnement. Est-ce qu'il y a un bouillonnement de start-up parce qu'à nouveau, tout est possible? Il y a un bouillonnement parce que là aussi, nous avons la chance d'avoir un
écosystème en France avec des écoles du meilleur niveau mondial, ça c'est à Toulouse, des laboratoires de recherche, les gens qui vont sur Mars, c'est des labos de Toulouse, une agence spatiale, le CNES, qui est un peu à la croisée de tout cela, de grands industriels et des start-up. Et vous avez à Toulouse un tissu de start-up qui se développe, il y en a aussi en région parisienne, et là aussi, je peux vous assurer que ça marche. Et qui n'est pas trop impacté par ce qui est en train de se passer en ce moment. Et qui on a mis en place dans le plan de relance, la situation du spatial est quand même un peu différente, parce que le problème de l'aéronautique, c'est qu'il n'y a plus de gens qui prennent l'avion. Le spatial, là, il y a la commande publique. Voilà, le spatial, il y a la commande publique, et puis on s'en sert de plus en plus, parce que tous les gens qui font des visios, eh bien, quand vous prenez Skype, ça passe par des satellites. Donc on s'en sert de plus en plus. Mais on a mis en place, dès le début de la pandémie, dès le 16 mars, des facilités de paiement pour les entreprises, ainsi de suite, parce qu'il fallait absolument maintenir toute l'industrie spatiale la tête hors de l'eau, ce que nous avons fait, et je crois que ça ne marche pas si mal. Alors, autre entrepreneur avec qui on parle régulièrement, François Chopard et Starbust Accélérateur, me disait, et on va finir là-dessus, moi je pense qu'il y aura dans 10 ans 15 000 personnes dans l'espace qui travailleront, 10-15 000 personnes dans l'espace qui travailleront dans 10 ans, dans 15 ans. Est-ce que c'est la vision que vous avez aussi, c'est-à-dire quasiment de vraies unités industrielles qui vont à un moment autour de la Terre pouvoir se développer et en profiter? Non, je vous vois dubitatif. Oui, parce que je pense qu'il y a une course entre l'intelligence artificielle et les robots, et puis envoyer des humains. Envoyer des humains, c'est très compliqué parce qu'il faut un environnement. La station spatiale, c'est gigantesque. Envoyer des robots et de l'intelligence artificielle, regardez ce qu'il se passe dans les parcs d'attractions. Les dauphins sont en train d'être remplacés par des robots. Et de façon spectaculaire. Alors des robots, un dauphin robot... Pourquoi est-ce que ça nous ramène à l'espace? Ça nous ramène à l'espace parce que c'est beaucoup plus facile d'entretenir un dauphin robot qui coûte 2 millions de dollars que d'avoir des dauphins. Et c'est un peu pareil. Et l'intelligence artificielle fait des progrès considérables en permanence. D'ailleurs, il y a eu récemment, je suis intervenu il y a quelques jours à Montréal au premier colloque Espace et intelligence artificielle. Les robots font des progrès de plus en plus grands. Envoyer des milliers de personnes dans l'espace, c'est compliqué, c'est le rêve de Musk, mais si vous voulez, j'aime bien l'espace, mais peut-être vu depuis la Terre. Jean-Yves Le Gall, donc le président du CNES, était notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec autre interview, on va prendre le temps avec Michael Valentin, associé OPO, et non pas EPO. L'hormone qu'il te faut. Vous faites du vélo? Ça peut aider le PO aussi, ça peut aider. Pour aller plus doper l'industrie à l'innovation avec le PO. Michael, bon, on commence à vous connaître parce que vous avez été le premier finalement à soulever le capot du modèle Tesla. Et même à écrire ce mot. Est-ce que, alors je crois que c'était 2018. 2017, ouais. 2017. J'ai été, en fait, je vais vous dire, Michael, j'ai été re-regarder l'interview, la première qu'on avait faite ensemble en 2018. Et en fait, je n'avais absolument rien compris. C'est-à-dire qu'on est dans le moment où lui-même, d'ailleurs, Musk, en gros, on est dans le moment où le conseil d'administration de Tesla se demande s'ils ne vont pas virer Musk. C'est peut-être ce moment-là, d'ailleurs, non, c'est peut-être un peu avant, puisqu'il a reconnu qu'il avait essayé de passer un coup de fil à Tim Cook pour que Apple le rappelle, etc. Donc, et vous aviez en fait compris au moins la disruption du modèle total. Donc, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? C'est-à-dire, vous parlez de teslisme. Alors on va se tutoyer d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous vois. Tu en parles encore, Michael, de teslisme, bien sûr. Comme successeur du toyotisme, lui-même successeur du fordisme? Plus que jamais, en fait, je pense que... Alors, tu dis, tu avais vu avant les autres, en fait, j'ai aucun mérite. Ce mouvement-là, on l'a vu dans plein de secteurs avant l'automobile et avant l'industrie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été théorisé au MIT il y a plusieurs années, dans un livre qui est hyper intéressant qui s'appelle The Innovator's Dilemma. Je ne sais pas si tu connais ce livre. Non. C'est super intéressant. C'est un chercheur du MIT qui a regardé en fait sur les secteurs industriels, les différentes disruptions qui ont pu avoir lieu. Notamment, il a regardé ça sur l'industrie des PC. Et il a regardé dans les années 80 comment petit à petit on passait d'une technologie à l'autre et ce qui se passait. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on passe d'une technologie à l'autre, il y a toujours un moment où ceux qui sont déjà en place, ils vont voir la nouvelle technologie comme pas forcément intéressante. Absolument. Parce qu'elle apporte des features à l'utilisateur qui ne sont pas aujourd'hui forcément essentiels, mais qui vont le devenir plus tard. Donc je prends un exemple pour matérialiser ça. Sur les chips, là, les puces, au départ, l'idée là-dessus, c'était de se dire, je vais aller de plus en plus dans la capacité mémoire. De plus en plus de capacité mémoire. Donc tout le monde était focalisé là-dessus, et ceux qui gagnaient, c'est ceux qui avaient des PC, qui avaient des grosses mémoires. Et donc tous les industriels étaient là-dessus.
Et puis il y a un fabricant qui est arrivé en se disant tiens, j'ai une puce miniature, elle a un peu moins de mémoire, mais par contre elle est miniature, c'est peut-être intéressant. Donc personne ne regardait trop ce truc-là. Beaucoup moins d'énergie. Et peut-être plus de puissance de calcul et de rapidité. C'est ça. Et donc en fait, tout le monde se disait bon, c'est pas forcément intéressant parce que pour l'instant, moi, c'est stocké. Et en fait, petit à petit, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les usages ont changé. On a commencé à passer sur du mobile, de la tablette, du PC, du smartphone. Et à ce moment-là, en fait, celui qui a gagné, c'est celui qui avait miniaturisé et non pas qui s'était focalisé sur la mémoire. Tout à fait. Donc juste pour faire le parallèle sur l'auto, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer, mais c'est pareil dans plein de secteurs aussi avant, c'est ce qui s'est passé sur les CD, etc. C'est qu'il y a une nouvelle technologie qui arrivait, qui était l'électrique. Et derrière l'électrique, il y a aussi la voiture autonome, parce qu'avec la voiture électrique, c'est beaucoup plus facile de faire de l'autonomie, parce qu'on met des capteurs, et puis on va avoir une voiture vraiment très électronique. Et ce mouvement-là, en fait, il a commencé à arriver il y a une dizaine d'années, mais comme ça avait été tenté au début du XXe siècle, c'est que ça n'avait pas marché. Beaucoup de gens se disaient ouais, c'est intéressant, mais ça va jamais prendre vraiment avant 50 ans, quoi. Et en fait, on voit que quand on met l'énergie et qu'on pousse la techno, elle est finalement un peu moins chère. À terme, elle sera certainement moins chère. Elle est moins complexe parce qu'il y a 40% de moins de pièces dans une voiture électrique qu'une voiture thermique. Et puis, elle permet des fonctionnalités qui sont les fonctionnalités d'aujourd'hui. Être une voiture verte, une voiture autonome, une voiture qu'on va du coup pouvoir utiliser à l'usage et plus seulement en achat et puis revente. Enfin voilà, toutes les choses qui sont modernes, quoi. Oui, mais avant ça, avant même ça, c'est le process industriel qui l'a révolutionné, mais j'ai l'impression en mode test and learn. J'ai repris un certain nombre des points et je voudrais qu'on reprenne ensemble un certain nombre des points que tu mets en avant. Chasser les données non exploitées. Chasser, alors c'est toi qui parles de nouveau gaspillage. En fait, il a trouvé finalement de nouveaux gaspillages à aller essayer de chasser. En fait, c'est vraiment il a répliqué ce que font très bien les acteurs du digital, c'est de se dire j'ai un utilisateur final, donc les Apple, Google, etc. Je me mets dans ses baskets et j'essaye vraiment de trouver tout ce qu'on appelle les pain points, tout ce qui va être compliqué pour lui. Dans ce quotidien, donc je vais faire des choses très 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 intuitives, donc c'est ce qu'on appelle le design, je me mets en empathie avec lui et je fais tout pour que utiliser l'appareil ce soit un plaisir pour lui et non pas une contrainte. Il a répliqué ça finalement sur l'appareil industriel et sur le développement de produits. Donc il s'est dit comment est-ce que je fais pour que ma voiture soit comme un smartphone, donc ça la voiture elle-même elle est super facile à utiliser, donc on revient sur ce que je disais avant, la voiture moderne qui ressemble à un smartphone, donc c'est les fonctionnalités qui fait qu'on achète la voiture, mais il s'est aussi dit ça sur son appareil industriel. C'est ce qu'il appelle la machine qui fait la machine. Comment est-ce que je fais pour que cet appareil industriel, il ait le moins de gaspillage possible, de gaspillage du nouveau monde en fait, c'est-à-dire facile d'utiliser des PC sur la ligne, des modes collaboratifs aussi entre les équipes, c'est-à-dire que je vais travailler très très vite, je vais être très agile. Le mode test and learn, donc ça c'est ce que tu évoquais, c'est aussi sur la façon de travailler en termes d'état d'esprit. Je tente des choses, j'ose risquer des choses nouvelles parce que je sais que si je me plante, entre guillemets, c'est pas très grave parce que je vais vite et donc je peux rebondir. Donc par rapport, j'entendais la discussion d'avant là sur le spatial, c'est hyper intéressant parce que je suis hyper content de voir que l'Europe se prend en main sur le quantique et tout, et je pense que c'est forcément la bonne direction. Je ne suis pas un expert du secteur, mais ça fait plaisir de voir ça. Ceci étant dit, il y a une des choses qui est super importante, c'est la méthode en fait sur laquelle on va y arriver et la vitesse. Et en fait, ce qui fait qu'Elon Musk prend de l'avance, que ce soit sur le spatial ou l'automobile, c'est la vitesse à laquelle ça va. Et quand j'ai écrit ce bouquin, moi j'ai interviewé des gens de SpaceX qui disaient, c'est que et les fournisseurs de SpaceX, ce qui est hyper différent chez eux, c'est qu'en fait, on responsabilise énormément les personnes, on fait confiance, mais un peu comme une start-up. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'entreprise, il y a plein de petites start-up en fait, où chacun est responsable et va très très vite en fait dans le développement de produits. Tu dis, je crois que tu parles d'usines ouvertes, c'est-à-dire tu as visité énormément d'usines. Il n'y a que chez Tesla que tu as vu des espèces de discussions permanentes dans l'atelier entre chefs de projet, ingénieurs, opérateurs, concepteurs même peut-être des machines qui vont derrière construire. Alors c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps dans l'industrie, le fait de ritualiser, en fait, de se dire à un moment donné dans la journée, je me pose, je vais réfléchir à ma performance, etc. C'est assez normé comme exercice. C'est ce qu'on appelle, c'était les principes du lean manufacturing, donc de la méthode Toyota. Donc ça existait. Ce qui est nouveau chez Elon Musk, c'est qu'il va élargir ça à l'ensemble des fonctions. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des silos avec je développe ma voiture, je produis, je vends, il va casser ces silos et il va faire qu'en fait tout le monde se parle comme dans une start-up, parce que dans une start-up il faut aller très vite. Donc il y a à la fois le marché, on étudie le marché, en même temps on développe le produit et puis en même temps on construit le produit. Donc là c'est le même mode en fait. C'est quand vous êtes dans l'atelier chez Tesla. Vous avez des ingénieurs qui sont avec leur PC effectivement habillés comme l'opérateur, qui parlent avec l'opérateur, c'est hyper réactif, ils vont très vite et puis ils font bouger le process très très vite en fait et le produit très très vite. Et c'est ce qui fait qu'en fait finalement la voiture elle-même évolue très vite. Mais ça pourrait être alors pardon d'employer le terme, j'en trouve pas d'autre, ça pourrait être un bordel permanent. Alors, ça pourrait être une forme de bordel permanent. C'est de chaos, voilà, c'est le mot qu'il fallait trouver. Alors, ce qui fait que c'est organisé, c'est la vision. Et ce qui fait que c'est organisé, c'est que déjà, il y a une vision commune, qui est donc on veut contribuer à la transition énergétique, et puis on y croit tous et on a envie que ça marche. Et c'est le côté responsabilisation, le côté entrepreneurial. Quand j'étais là-bas, j'étais surpris de voir l'énergie qu'il pouvait y avoir, et en fait, comment les gens s'investissent dans cette boîte en croyant vraiment à ce qu'ils font, quoi. Et du coup, il y a ce côté, je viens pas seulement pour faire ma tâche, je viens aussi pour contribuer à cette vision et pour faire bien. Donc, et après, c'est le principe qui est évoqué par
aussi Jeff Bezos, c'est le côté chez Amazon, c'est ce qu'on appelle l'équipe 2 pizzas. Une bonne équipe, en fait, c'est une équipe qui doit pouvoir manger 2 pizzas à la fois, pas plus. Attends, tu vas vite. L'équipe de pizzas. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, en gros, qui pourrait être nourrie, qui peut être nourrie par 2 pizzas. Donc, en gros, c'est entre 10 et 15 personnes. Et si vous faites des sortes de tribus comme ça, qui sont multi-métiers et qui vont travailler sur un sujet donné et qui sont assez bien interconnectés, vous avez une entreprise qui est très puissante. Et là, une des problématiques, un des enjeux, c'est justement, comme je disais tout à l'heure, casser les silos et de réussir à bien interconnecter ces équipes les unes avec les autres. Et là, on revient sur le côté que tu évoquais tout à l'heure, la donnée. Comment est-ce que j'ai des équipes plug and play, entre guillemets, qui sont interfacées dans leur mode de travail avec le reste de l'entreprise et qui font qu'en fait, quand elles font quelque chose à l'intérieur de l'équipe, elles ont un peu de liberté, mais par contre, l'interface avec le reste de l'entreprise est très bien organisée, assez standardisée, ce qui fait qu'on va innover très vite et qu'on va développer des process très vite. Donc, par exemple, Et on est, mais on est informé en permanence des modifications que fait l'équipe qui est en amont ou en aval. La clé, c'est le temps réel. Et donc ça, c'est un des points que j'évoque aussi dans mon livre Hyper Manufacturing. C'est ceux qui sont en avance là-dessus. Et pour le coup, il n'y a pas que Tesla, mais Tesla est très en avance. Mais des Michelin, des Schneider Electric, des Somfy sont aussi beaucoup là-dessus. C'est comment est-ce que je fais pour piloter en temps réel. Aujourd'hui, si vous voulez, une usine, il y a 10-15 ans, ça se pilotait au mois ou à l'année. Petit à petit, on est passé à la semaine, voire à la journée. Les meilleurs, les Toyota, etc., c'était à la journée. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, quand je suis un patron de site de fabrication, le matin quand je me lève, idéalement sur mon smartphone, je sais déjà où en est mon usine, j'ai déjà toutes les infos qui sont sur mon smartphone pour savoir si ça va ou si ça va pas. Et quand il y a un problème, en temps réel, j'ai des alertes qui font que mes équipes, elles peuvent venir soutenir celles qui vont pas, donc soutenir la ligne de fabrication par exemple pour résoudre un problème. Et donc tout le système tient autour de ce temps réel. Donc la clé pour ça, c'est d'avoir des données qui soient bien structurées, puis d'avoir un système digital qui fait que je remonte les alertes, quoi. C'est Jacques Aschenbroich qui était là, je crois, je ne sais plus quand est-ce qu'il est venu, il y a quelques semaines. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais le chiffre, je me souviens du chiffre d'entrée, c'est 2 milliards de composants qui rentrent tous les jours dans les usines de Valeo, donc l'équipementier automobile, et qui ressortent en, alors je crois que c'est 8 millions de produits, je ne sais pas si c'est à peu près l'ordre de grandeur, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Tous les jours. Ah ouais. Tous les jours. Non, mais c'est en fait et ça, tu me dis qu'il faut en plus le gérer en temps réel. Bien sûr. Mais en fait, c'est ce qui est beau dans le. Moi, j'aime profondément l'industrie parce que c'est un des secteurs les plus complexes. Parce qu'il y a à la fois la complexité du flux d'informations qu'on retrouve dans tous les secteurs, mais en plus, vous êtes confronté, entre guillemets, au physique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien que la matière se transforme. Oui. Et donc, vous arrivez effectivement, la plupart des sites industriels, maintenant, vous avez des milliers de références de ce qu'on appelle les produits achetés. Donc, c'est ce qui arrive à l'usine, si vous voulez, en entrée d'usine. Et puis, ça, c'est transformé et ça sort en produit fini. Et il y a aussi des dizaines de milliers, parfois, de références qui vont sortir. Et tout ça, c'est organisé par un pilotage en temps réel, une planification pour servir des clients, parfois à la journée, parfois à la semaine, et parfois même maintenant à l'heure. En fait, il faut être capable de livrer sur un créneau horaire donné un client. Donc c'est absolument formidable. Et c'est un défi qui est gigantesque. Et qui remonte en plus, enfin, la supply, quand vous avez 2 milliards de composants tous les jours pour approvisionner vos usines, enfin... Mais c'est pour ça aussi que la clé... En fait, j'arrive même pas à le concevoir, Mickaël. C'est ça le truc. Depuis qu'il m'a donné ce chiffre, je n'arrive pas à le concevoir. C'est pour ça que la clé, c'est à la fois dans l'entreprise d'avoir cette agilité dont je parlais, de désiloter les fonctions, d'être capable de piloter en temps réel, mais c'est aussi à l'interface des entreprises. Et un des grands enjeux du système industriel dans les années qui viennent, c'est comment est-ce que je fais pour qu'à la fois entre fournisseurs et clients, ce soit hyper fluide et qu'un client sache quasiment en temps réel aussi où est sa pièce achetée avant même qu'elle arrive chez lui. C'est-à-dire que chez mon fournisseur, je suis informé de où est-ce qu'elle en est pour pouvoir bien planifier ce qui se passe chez moi. Donc par exemple, hier, j'étais dans une boîte d'horlogerie. C'était un de leurs problèmes, c'était qu'ils avaient beaucoup de pièces manquantes au moment où ils devaient lancer leurs ordres de fabrication. Et donc, eux, une info qui serait hyper intéressante pour eux, c'est de se dire, au moins si je savais quelles pièces vont arriver et où est-ce que ça en est chez mon fournisseur, je pourrais me réorganiser pour être capable de bien servir mon client à un moment donné. Donc toute cette interface-là... À la limite, je fais en fonction de l'arrivage. Je fais en fonction et du coup, d'avoir cette... C'est la criée sur le port de Marseille, voilà. On vend ce que les pêcheurs ont réussi à pêcher. Alors, voilà. Idéalement, ça arrive quand c'est prévu, mais on sait bien que le système industriel est complexe, donc il y a des aléas, donc plus on est robuste, c'est moins il y a d'aléas, mais il y en a toujours. Et donc, une des clés, c'est non seulement dans l'entreprise de réussir à être désiloté, mais aussi de désiloter les entreprises les unes avec les autres. Et d'où cette notion de continuité numérique sur les supply chains. Et puis plus tard, une continuité numérique, comme on l'évoquait l'autre fois aussi, qui sera aussi sur des flux qui ne sont pas forcément linéaires. C'est-à-dire qu'on va produire quelque chose qui va être vendu. Mais à terme, et c'est comme ça qu'évolue le système industriel, on va aussi être capable de recycler les produits, de les démonter, de réutiliser la matière ou les sous-produits. Donc il faudra encore plus cette intelligence
digital qui permettra de réorganiser l'ensemble du secteur à un moment donné pour se dire, OK, j'ai besoin d'une pièce, est-ce qu'elle est disponible? Qui pourrait me fournir cette pièce en temps réel? Mais ça veut dire que toutes les pièces vont être taguées, par exemple? Aujourd'hui, de plus en plus, les pièces sont taguées. Donc la traçabilité est un des enjeux aussi des industriels, pour plein de raisons, pour cette raison-là de temps réel, mais aussi pour une raison plus éthique, c'est que une des aspirations aussi du consommateur de plus en plus, c'est de comprendre d'où vient en fait son produit. À la fois pour des raisons politiques, on veut que ce soit produit local parce que voilà, on veut que ça crée de l'emploi en local. Donc acheter des choses qui viennent de Chine, ça a de moins en moins la cote. Hein. Ça c'est une chose. Et puis aussi il y a des raisons éthiques je veux être sûr que quand j'achète un produit, par exemple des vêtements, des jouets, ça n'a pas été fabriqué par des enfants. Donc cette traçabilité, ce que je veux dire, c'est qu'elle a un intérêt économique dans le sens où je vais être réactif, etc. Mais elle a aussi un intérêt hyper important sur l'éthique avec laquelle on fabrique. Donc de plus en plus, effectivement, les produits sont tagués. Et on est capable, un des enjeux, c'est d'être capable de retracer, en fait, de refaire ce méli-mélo de 80 000 composants, parfois dans un produit fini, de se dire, il a été fait à tel moment, à tel endroit, par telle personne même. Hein. Et donc, si j'ai un problème, je peux retrouver la cause, mais aussi, je peux justifier vis-à-vis de mon client final que tant de pourcents a été fait en France, tant de pourcents a été fait en Chine, etc., etc., etc. Quoi. Juste un mot, j'y pensais parce que alors, à ta place hier, un formidable entrepreneur, manager, Raphaël Hidalgo, qui nous racontait que, alors c'est pas de l'industrie, hein, c'est pour ça, mais ça fait le lien avec Jean-Yves Le Gall et avec le CNES, que Walmart a sa propre constellation satellitaire pour gérer sa supply. Ouais. Tu savais ça, Mickaël? Je savais pas. Alors, je ne savais pas l'aspect satellitaire. En revanche, Walmart, c'est effectivement un des acteurs qui a le plus changé, enfin qui a le plus changé de stratégie ces dernières années, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que les acteurs de la tech sont arrivés, et notamment Amazon hein, sur la partie logistique et puis la distribution, et qui prend de plus en plus de place sur cet aspect-là. Ça a forcé pas mal de secteurs à changer, et un des premiers qui a été touché, c'est la grande distrib. Tout à fait. Walmart, ils ont vu Amazon arriver. Au départ, ils étaient complètement entre guillemets à la ramasse, hein, ils n'arrivaient pas dessus. Et à un moment donné, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, ils ont fait une véritable transformation digitale. Et un de ces aspects que je connaissais pas, c'est peut-être cet aspect satellitaire. Mais au-delà de ça, ils ont revu complètement leur business model, leur modèle de logistique pour s'adapter à des Amazon qui arrivent. Et c'est possible avec une entreprise qui fait 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que c'est possible avec tout le monde. Si eux, ils sont arrivés, toutes les entreprises classiques... Et nous, on voit des entreprises, des grosses entreprises qui s'y mettent et qui commencent à se transformer. Et c'est plus compliqué. C'est ce qu'on me dit souvent, en fait, quand je parle du modèle Tesla, c'est que c'est sûr que c'est plus facile quand on part de zéro, même si c'est pas simple comme de créer un constructeur automobile aux États-Unis alors qu'il n'y en a pas eu depuis un siècle, hein, quand même. Mais c'est pas simple. Mais ceci dit, on part de zéro, donc on va créer quelque chose de nouveau. C'est vrai que transformer une entreprise existante, ça a sa complexité. Pourquoi? Parce qu'il y a la culture aussi. Mais alors justement, c'est ma question. Avant qu'on parle de OSS Venture, qui est aussi ton aventure, il est à 500 000 véhicules là. Oui. Est-ce que cette méthode, quand même un peu dingue que tu décris, elle va marcher à 5 millions de véhicules? Alors, c'est un des enjeux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme toute start-up, il y a des paliers, en fait. Donc, petit à petit, les paliers sont franchis, et puis on fait du seed, ensuite série A, série B, puis à chaque fois, il y a des enjeux différents dans les start-up. Hein. Là, il arrive à une phase où, pour moi, la prochaine étape, c'est de se dire, les usines internationales, parce qu'au départ, il y avait une usine aux États-Unis, hein, la Gigafactory qui fait les batteries, puis une usine terminale. Et puis, là, il a fait une autre usine en Chine, il est en train d'en faire une à Berlin. Ouais. À terme, il y a aussi probablement une usine qui va être faite en Inde, donc en gros, sur tous les marchés importants. Donc, premier enjeu important, c'est est-ce que le passage à l'échelle sur la partie industrielle va marcher? Pour l'instant, ça a l'air de marcher parce qu'en Chine, l'usine commence à sortir des voitures et en 1 an et demi, quand même, il y a eu un investissement de 5 milliards qui a été fait. Et au bout d'1 an et demi, la première voiture sortait de la ligne, ce qui est quand même assez impressionnant. À Berlin, ça pareil. Va vite, tu veux dire impressionnant? Ça va très vite. Même pour la Chine. Même pour la Chine, c'est très rapide. Ensuite, à Berlin, pareil, tous les gens que je connais qui sont sur ce chantier disent que ça va très très vite. Enfin, que même le secteur auto là-bas est impressionné par la vitesse à laquelle ça va. Donc ça, c'est l'enjeu industriel. Ça a l'air de fonctionner pour l'instant, en tout cas, mais on va voir si ça continue, hein, parce qu'il y a quand même toujours des défis. D'ailleurs, Elon Musk dit lui-même que c'est beaucoup plus compliqué de passer à l'échelle au côté industriel que sur la partie produit. C'est ça. Première chose. Deuxième chose, c'est le plan produit. Donc ça, c'est pareil, c'est l'enjeu de tous les industriels, mais c'est de se dire, bon, je vais faire ma voiture autonome et je vais faire mes plateformes, etc. Donc, mais ça, je pense qu'il va y arriver parce que c'est le côté digital et c'est ce qui sait bien faire. Par contre, il y a le côté aller sur des véhicules, entre guillemets, différents des citadines notamment. Un des enjeux, ça va être de faire la Model 2, la plus petite voiture, qui est dans les tablettes, et de se dire, j'arrive d'une part à la concevoir, à la faire pas trop chère, et puis il faut que ce soit un succès, parce qu'à un moment donné, les 500 000 ou 1 million, 2 millions, ça va être sur des voitures comme celles qu'il a aujourd'hui, ça va être plutôt des grosses voitures, mais s'il veut vraiment faire de la masse, ça va être un moment de la citadine, donc ça va être de la voiture à moins de 30 000 €. Et donc l'enjeu, mais c'est un nouvel enjeu qu'il va avoir, c'est de réussir cette phase-là. Ouais. Mais tu te rends compte, j'ai pris un choc la semaine dernière, donc création de Stellantis, hein, la fusion de PSA et de Fiat, grande interview de Carlos Tavares, je ne sais plus si c'est le Figaro ou les Échos, et ce qu'ils mettent en exergue, la phrase qu'ils mettent en exergue, Carlos Tavares, bon Dieu quand même, 4e constructeur mondial maintenant, nous ne serons pas les sous-traitants de Tesla. Ouais. C'est vrai que quand on voit ça, c'est...
Il y a 2 ans, moi je peux le dire, le même disait je ne sais pas comment il va y arriver. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est super intéressant, c'est la vitesse à laquelle ça va, c'est le côté exponentiel. Et c'était pareil avec Amazon il y a 15 ans, où on s'en souvient plus, mais la plupart des gens disaient ça marchera. Tout le monde disait ça marchera pas, ça perd de l'argent. Là, c'est ce côté dans l'interview d'avant, c'est ce qui était dit aussi, mais pour l'instant, ils perdent de l'argent avec les satellites. Oui, mais à un moment donné, quand ça commence à marcher dans une start-up, ça va tellement vite que là, en 2-3 ans, Tesla, ça a commencé à fonctionner, puis on voit la vitesse à laquelle ça va. Ça va très, très, très Alors vite. justement, il nous reste 3 minutes pour parler d'OSS Venture. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'heure des start-up industrielles, c'est ça? Alors, OSS Venture, c'est une usine à start-up. On a fait, depuis 3 ans, on a créé OSS Venture. On a créé 8 start-up. On va en créer 15 de plus dans les 3 années qui viennent. Et c'est des start-up qui sont destinées à aider ce passage justement du monde industriel à la nouvelle ère hybride entre la tech et le manufacturing. Et en fait, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on fait 3 choses. Un, on s'appuie sur un réseau d'industriels qui sont les clients du cabinet de conseil dans lequel je suis. Donc, c'est des Essilor, des Lizzie, des Schneider Electric, mais aussi plein de PME, en fait. Donc, qui ont besoin de faire venir des start-upers chez eux parce qu'en fait, ils ont de l'innovation interne, mais c'est intéressant pour eux de faire venir sur le process industriel, sur le process industriel, mais ça peut aussi être à l'interface des process industriels. Il y a des startups qui sont des marketplaces, par exemple, entre les usines. Donc, ça c'est la première composante. La deuxième composante, c'est de se dire, il faut de la méthode, il faut des compétences. Donc, dans le studio, dans OSS Venture, on a une dizaine de personnes qui viennent plutôt de la Silicon Valley, donc qui sont des gens qui viennent du monde de la tech, qui viennent pas de l'industrie, mais qui viennent du monde de la tech, qui vont être des designers, des codeurs, des gens qui connaissent le monde de la startup. Et la troisième composante, c'est qu'on fait venir des entrepreneurs sur les idées qu'on récolte dans les usines et qui vont pousser le modèle, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont créer leur propre startup. Et ensuite, on est comme un fonds, c'est-à-dire qu'on prend 20% de la startup, eux prennent 80%, les fondateurs, et en fait, les startups ensuite vivent leur vie. Donc, pour donner un exemple, pour que ce soit peut-être plus concret. Oui, rentrons dans le concret, justement. Rentrons dans le concret. Donc, 2 exemples. Un premier exemple, c'est une marketplace qui s'appelle Valomat, qui a été créée parce qu'on s'est rendu compte dans l'aéronautique qu'il y avait tout un tas de stocks morts dans les usines, de stocks de titane, d'aluminium, etc. Parce que quand on fait en fait des pièces pour les avions, il y a souvent des morceaux de pièces qu'on peut pas utiliser, ou alors il y a de la non-qualité. Donc, il y a des stocks qu'on appelle stocks morts, qui sont pas utilisés. Donc, qui sont là et à la fin, on met à la ferraille et qu'on revend quasiment rien alors qu'on l'a acheté très cher. Donc là, l'idée, c'est de faire une marketplace entre des acheteurs et des vendeurs qui vont se revendre des morceaux de titane, des morceaux d'aluminium, etc. Donc c'est entre des boîtes industrielles qui vont échanger tout simplement, comme le Bon Coin en fait, si tu veux. Ça c'est un exemple qui est vraiment à l'interface. Le Bon Coin du titane. Le Bon Coin du titane. Autre exemple qui est plus dans l'usine cette fois, c'est une entreprise qui s'appelle Mercatim, qui est de se dire dans chaque usine, on a le même problème qui est comment est-ce que je fais pour, et c'est un des gros enjeux des industriels, suivre mes compétences, préparer les compétences du futur. Et en fait, souvent, c'est fait sur des fichiers Excel, c'est dans la tête des superviseurs, c'est pas très bien structuré. Puis une fois tous les 3 ans, il y a les RH qui mettent leur nez là-dedans, qui disent oh là là, mais monsieur Untel, il a pas fait son habitation électrique, ça fait 2 semaines, faut l'arrêter de travailler, faut l'envoyer en formation. Enfin, donc là, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour avoir un outil qui est hyper simple à utiliser, comme une appli, et puis sur lequel on est les gens qui puissent poster toutes leurs compétences avec leur propre langage d'opérateur et pas avec le langage qui vient de la direction et auquel ils comprennent rien, et sur lesquels ce soit hyper collaboratif, donc tout le monde puisse se taguer, se dire tiens un tel il sait faire ça, il m'a formé, c'était sympa. Tout à coup la formation devient un plaisir. Et voilà. Tout à parce que s'il l'a pas fait son habilitation électrique, c'est parce que en fait ça l'ennuie profondément quoi. C'est ça le truc. Profondément, mais c'est surtout que tout simplement ça passe à travers les mailles du filet. Et puis même les formations plus classiques sur le métier. En fait les gens adorent transmettre. Et un des problèmes c'est qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui partent à la retraite avec un savoir-faire incroyable et on n'a pas pu en fait profiter de ces compétences et la transmettre. Donc cette boîte s'appelle Mercatim. Et cette boîte-là, on l'a créée en 6 mois en faisant une dizaine de sprints dans les usines et puis elle grandit petit à petit, quoi. C'est une nouvelle aventure industrielle. C'est une nouvelle aventure, voilà. Vraiment, non, mais voilà, là, on incarne ce que. Oui, révolution industrielle, voilà. On est devant, tu es en train de la construire. Vraiment, le gros truc, c'est de se dire comment je flèche des gens qui sont des fondateurs de start-up, qui sont plutôt à Paris, dans les grandes villes, et qui n'auraient jamais pensé à l'industrie parce que eux, leur truc, c'est la tech. Ouais. Comment est-ce que eux, je les flèche vers l'industrie en leur donnant l'opportunité d'avoir accès à ce réseau et puis derrière, du coup, de vendre un produit dans l'industrie. Michael Valentin, donc OSS Venture, c'est ça, hein, voilà, OSS Venture, c'est écrit dessus, notre invité sur Bismart. Et nous, les amis, on se retrouve demain.